Monsieur Van Est. Bonjour. Nous avons demandé à vous interviewer parce que vous avez été un des seuls députés à soutenir Monsieur Galinier. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous le soutenez et surtout pourquoi vous êtes un des seuls? On va commencer comme ça. Alors, je le soutiens pour deux raisons. La première, c'est que c'est une personne âgée. C'est une personne âgée qui a été agressée chez elle par des cambrioleurs et qui s'est défendue. J'estime que c'est elle la victime, qu'il n'y a aucune raison que la victime se retrouve en prison. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont des victimes aujourd'hui. Il y en a eu dans la circonscription encore il y a peu de temps. Quand vous allez voir à l'hôpital quelqu'un qui a été roué de coups pendant toute une nuit pour que cette personne avoue se trouve son argent, vous avez tendance à manifester de la compassion pour elle. Et René Galinier aurait pu se trouver dans cette situation, il se trouve qu'il s'est défendu. Peut-on lui reprocher? C'était pas la nuit, donc il n'a pas pu bénéficier de légitime défense. Si ça avait été la nuit, il était en état de légitime défense. Je trouve que ce sont des arguties. Et ça n'est pas très raisonnable d'invoquer cette... Et ensuite, c'est par comparaison avec d'autres cas. J'ai quand même trouvé assez stupéfiant, et j'en ai parlé au président de la République, qui abonde dans mon sens d'ailleurs, qui est tout à fait d'accord. J'ai dit c'est quand même un peu bizarre que les policiers mettent 3 semaines à découvrir le peut-être complice du braquage d'Uriage, et que cette personne soit remise immédiatement en liberté par les magistrats. C'est quand même bizarre qu'à Corbeil, quelqu'un donne des coups de marteau sur la tête d'un policier et que cette personne soit remise en liberté par des magistrats. C'est quand même bizarre qu'à Marcq-en-Barœul, et là c'est tragique, une jeune femme se fasse assassiner pour être violée pendant qu'elle faisait sa petite course, son jogging, et que cette personne est assassinée par quelqu'un qui a été condamné à 10 ans de prison en 2006. Nous sommes en 2010. Ce sont encore les magistrats qui ont pris cette décision. Là, ce sont aussi des magistrats qui maintiennent un homme de 73 ans qui est malade en prison alors qu'il n'a fait que défendre ses biens. J'estime que ces décisions aberrantes, 3 décisions favorables au mal et une position contraire sont tout à fait inacceptables sur le plan moral et évidemment sur le plan judiciaire. En tant que parlementaire, j'estime qu'il faut changer les choses. Et alors pourquoi êtes-vous un des seuls parlementaires à penser ainsi, y compris dans votre camp? Non, je pense que Lionel Lucas est intervenu également. Je pense que nous sommes 2, mais vous le savez, nous sommes aussi 2 membres de ce qu'on appelle la droite populaire. C'est d'ailleurs à ce titre-là que nous rendions visite au président de la République, qui est d'accord avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ce que je viens de vous dire là, le président de la République le partage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a suggéré que l'on puisse modifier la présence, la loi suivant laquelle les jurys populaires ne sont présents qu'aux assises. Il souhaiterait qu'on étende jusqu'à l'étage supérieur de la correctionnelle. J'y suis tout à fait favorable en ce qui me concerne. J'estime que lorsqu'on rendra le pouvoir judiciaire au peuple, on fera un grand pas. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, comme beaucoup d'autres pouvoirs, est confié à des techniciens qui approchent la question avec un manque total d'humanité. Alors, il y a un autre cas dont on commence à parler, mais pas encore autant que M. Galinier, c'est celui de cette libraire du Bourget, qu'Enquête et Débat donc, suit depuis maintenant près de 6 mois. Donc, nous vous avons informé de ce qui s'était passé avec cette libraire. Quelle est votre réaction? Alors, je ne connaissais pas du tout l'affaire de Marie-Neige. Je suis stupéfait du nombre d'agressions, 25 agressions, sans qu'il y ait eu la moindre suite, ni policière ni judiciaire, sauf à ce qu'elle-même a été maintenue en garde à vue pendant 24 heures pour des propos sans doute dus à son agacement et qui ont été jugés racistes. Alors, comment vous expliquez qu'on puisse en arriver là aujourd'hui en France, en 2010, alors que Nicolas Sarkozy est président de la République, ancien ministre de l'Intérieur, qui est réputé pour, et qui a placé un nouveau préfet justement dans ce département, et même en Seine-Saint-Denis, pour être plus autoritaire et plus traiter la délinquance? Je n'ai pas de connaissance du sujet, j'avoue j'en suis étonné. En tout cas, je vais en ce qui me concerne écrire au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux pour demander des explications sur cette affaire qui me paraît vraiment curieuse. Alors, cela étant dit, elle me surprend qu'à moitié, parce que dans ma circonscription, j'ai aussi connu des cas où des éléments criminogènes d'un quartier cherchaient à faire fuir ceux qui avaient tendance à
observaient de trop près leur comportement, ce sont les gangs qui gagnaient. Par exemple, bon, lorsque quelqu'un a subi 2 ou 3 incendies, cette personne a tendance à quitter le quartier. Et quelquefois, les autorités favorisent ce départ, plutôt que de poursuivre les criminels en question. C'est très perturbant. Personnellement, je souhaiterais qu'on soit, lorsque l'on a à traiter un problème de justice, que l'on soit du côté de ce que seront appelés les bonis, les braves gens, et non pas du côté des criminels. Vous savez, les deux plateaux de la balance, ça ne veut pas dire la société c'est un jeu, le juge c'est l'arbitre, d'un côté il y a les criminels et de l'autre côté les braves gens. Non, la justice est faite pour punir les criminels et pour protéger les braves gens, pas pour faire la part égale entre les deux. Hein. Et là encore, les députés du 93, par exemple, nous avons contacté tous les députés du 93, donc, qui sont responsables quelque part de ce qui arrive à Marineș-Sârda. Aucun n'a voulu nous répondre. Et la plupart sont de gauche ou d'extrême gauche, mais enfin certains sont un peu de droite quand même. Comment vous expliquez que ce soit quelqu'un du nord de la France qui réponde? Oui, je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné parce que bon, les amis que j'ai dans le 93 sont des gens qui ne sont pas éloignés de ce que je pense. Je pense à quelqu'un comme Éric Raoult, par exemple, et il n'est pas le seul. Bon, je pense que peut-être n'ont-ils pas été contactés avec suffisamment de vigueur, sollicités avec suffisamment de vigueur. J'avoue que je suis étonné. Je suis étonné par le manque de réactivité. Même chose pour Galinier. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas une mobilisation beaucoup plus grande. Penser que maintenant ça fait 3 semaines, je pense que ce monsieur de 73 ans est en prison, c'est inacceptable. Et le président de la République pense que c'est inacceptable. C'est quand même curieux, non? Alors, vous avez un emploi du temps très chargé, donc oui. Je vais vous poser ma dernière question, Okay. mais à Enquête et Débat, on est très attaché à la liberté d'expression, et malgré vous, vous êtes devenu un peu une des figures en France de la liberté d'expression, avec tout ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que la liberté d'expression, selon vous, existe encore dans notre pays, et comment faudrait-il s'y prendre pour la développer? Alors, la liberté d'expression est vraiment l'un des fondements de la démocratie. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est le premier amendement. C'est pas par hasard, c'est le premier. Pour les Américains, c'est intouchable. On peut même dire des horreurs. Bon, nous, c'est un peu plus limité. Ça ne doit pas atteindre l'ordre public, notamment. Mais, néanmoins, c'est quand même un des articles importants de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un article important de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment du socle des institutions républicaines. C'est dire qu'il faut vraiment la respecter. Alors il faut la respecter en protégeant notamment la liberté d'expression des journalistes, la liberté de la presse, ça c'est vrai. Mais il faut aussi lutter avec la dernière vigueur contre le politiquement correct, parce que le politiquement correct c'est quoi? C'est la pensée unique. Autrement dit, l'impossibilité de faire entendre des points de vue divergents, c'est-à-dire la mort de la démocratie. Et quand vous avez ensuite un certain nombre d'associations qui sont capables, parce qu'on leur donne des subventions pour ça, d'actionner la justice et de faire taire les malheureux qui ont exprimé une pensée divergente, eh bien, vous en arrivez au 3e larron, le pire, le terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on vous interdit de penser certaines choses. C'est inacceptable. Personnellement, j'ai défendu ma liberté d'expression contre des lobbies. J'ai gagné. J'ai dû aller très loin en cour de cassation. Ça m'a coûté très cher. J'ai pu le faire. Mais je pense que toutes les personnes, peut-être un petit peu moins capables de défendre que moi, qui auraient bien évidemment cessé le combat bien avant la fin et qui l'auraient perdu. Et je pense que ça, c'est redoutable, parce qu'encore une fois, ça n'est plus ni la République, ni la démocratie. Et non, mais en même temps, c'est quand même l'État et les députés qui ont entériné, que ce soit les lois ou que ce soit les subventions aux associations qui vous ont persécuté. Mais nous sommes d'accord. Hein. Et même la presse qui est subventionnée par l'État. Mais personnellement, j'ai dû faire face à l'animosité de beaucoup de mes amis politiques de l'UMP. J'ai dû faire face à une attitude absolument incroyable de la part des magistrats, demandant à un député d'obéir à la loi comme si le député n'était pas là pour la voter et donc pour la contredire lorsqu'il est dans l'opposition. J'ai entendu une avocate générale dire dans le fond que l'opposition n'avait pas le droit de s'exprimer, quoi. Ce qui prouve d'ailleurs l'ignorance incroyable des magistrats. Et, soyons clairs, leur vanité. C'est-à-dire, manifestement,
l'estime beaucoup trop grande qu'ils ont de leur pouvoir et de leur indépendance. Il serait temps de remettre les magistrats à leur place, notamment en augmentant le pouvoir des jurys populaires. La justice, elle se fait au nom du peuple. Elle ne se fait pas à la place du peuple ni contre le peuple. Et quand un magistrat se permet d'interdire à un représentant du peuple de parler, même en dehors de l'enceinte parlementaire, c'est tout à fait scandaleux. Alors, il y a véritablement aujourd'hui une mise en cause de la démocratie dans notre pays en raison du fait qu'une trop grande partie de la presse est évidemment soumise au politiquement correct et à la pensée unique, qu'un beaucoup trop grand nombre d'élus sont d'une lâcheté incroyable et sont prêts à toutes les courbettes pour ne pas être mis en cause par la presse. Et puis ensuite, il faut aussi s'interroger sur la formation et sur les niveaux de responsabilité des magistrats, c'est évident. Donc selon vous, et ce sera ma dernière question réellement, la première mesure, la mesure la plus importante pour vous pour défendre la liberté d'expression, ce serait au niveau des magistrats? Alors, vous savez, c'est un problème qui est extraordinairement vaste. Chaque fois que l'on se défend pour faire entendre une pensée un peu originale, on se bat pour la liberté d'expression, je le fais assez fréquemment, non sans difficulté. Pour l'instant, c'est vrai que mon combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait des jurés populaires plus nombreux, plus puissants. J'ai même été plus loin, j'ai vu qu'Hortefeux m'avait rejoint récemment. Moi, j'ai toujours été partisan de l'élection des juges. Parce que lorsqu'un juge, comme aux États-Unis, doit rendre compte devant des électeurs, il fait davantage attention au respect des victimes qui sont effectivement les gens auxquels les citoyens s'identifient le plus. Merci beaucoup, monsieur Voilà. Modeste. Merci.